bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois Patrick Mahé pour parler du général de Gaulle et la Bretagne. En effet, le général nourrissait un lien particulier avec notre région et pour différentes raisons que nous allons examiner ensemble avec... Bonjour Patrick Mahé. Bonjour à vous. Qu'est-ce que faisait de Gaulle en Bretagne en juin 1940, alors qu'ils sont... Je crois que la famille de Gaulle est originaire du nord, du côté de Sainte-Adresse. C'est exact, mais le général de Gaulle connaissait la Bretagne depuis déjà bien avant la guerre. Il avait passé des vacances à Bénodet, des vacances à Carantec. On avait photos très émouvantes avec sa fille, Anne notamment à Bénodet. Et puis sa mère, sa maman, était en forêt de Brocéliande, pas très loin d'ici, à Pimpon, où pendant que son frère aîné, le frère aîné du général, était à Saint-Cyr-Coët-Quidan, elle était réfugiée en 40, après le début de la guerre en 39. Et donc c'est à Pimpon qu'on lui a rapporté l'appel du 18 juin 40, qu'elle n'a pas entendu, mais qu'on lui a rapporté. Et elle a juste dit ce mot: Charles a toujours su faire ce qu'il fallait faire. De Gaulle a un lien assez fort. Alors on a certainement une première explication avec le fait qu'il soit venu en Bretagne pour les vacances. En plus parce que sa mère bien-aimée est morte là-bas. Jeanne Maillot, elle a été enterrée sous son nom de jeune femme. Voilà. Parce que les autorités allemandes ne voulaient pas, alors qu'elle est morte le 16 juillet 40, que le nom de Gaulle apparaisse sur une croix ou sur une pierre tombale. Et d'ailleurs plus tard, je crois vers 49, sa dépouille sera... Absolument, vous avez raison. En 49, le général de Gaulle fera transférer la dépouille de sa mère dans le caveau familial qui se trouve en Seine-Maritime. Alors ce que vous montrez, c'est que la relation affective et profonde de Gaulle à la Bretagne est liée aussi au fait qu'il y a toute une Bretagne libre et résistante qui crée ce lien aussi. Mais bien entendu, alors c'est connu, c'est parfois méconnu. Par exemple, ce qui est le plus méconnu, c'est que l'appel du 18 juin 40 a été traduit et lu en langue bretonne. Ouais, ça, c'est pas du tout connu dans la mémoire collective. Donc c'est intéressant de l'expliquer. Et donc j'ai retrouvé les 3 filles du marin qui a traduit et lu l'appel du 18 juin 40 au micro de la BBC à Londres, qui avait été repéré par Jean Marin, qui était une des grandes figures de la France libre, et qui parlait breton, qui était douarneniste, qui l'avait repéré sur les quais, qui a eu cette idée, qui n'était pas du tout saugrenue, puisqu'à l'époque, à 85 ans, la Bretagne, notamment dans les ports de pêche, parlait beaucoup breton. Oui, notamment l'île de Sein. C'était juste avant l'île de Sein, puisque ça s'est passé le 22-23 juin, et que les marins de l'île de Sein sont partis le 24 et 26. Mais il n'y a pas eu que. Il y a eu d'autres marins bretons qui sont partis plus tard. Ainsi, par exemple, un chiffre intéressant, on sait qu'en août 40, il y avait 700 volontaires bretons partis des ports qui ont rejoint De Gaulle à Londres depuis Douarnenez. Depuis Douarnenez. Donc les Bretons, c'est un quart des effectifs ? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a 2 formules. Ouais. Il y a la première qu'on attribue au général de Gaulle dans sa voix, le quart de la France libre, quand il y passe en revue à Carlton Gardens. Ouais. Et puis il y a la médaille commémorative que lui-même porte dans sa main, qui a été filmée par Jean Mangeot, un photographe de Paris Match. Et quand on lit la médaille commémorative, il est écrit dessus très nettement: ils étaient la moitié de la France. Comment l'après-guerre, donc, comment ce lien charnel, symbolique, voire spirituel que De Gaulle entretenait avec la Bretagne a continué à perdurer, s'est traduit dans les faits après la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, d'abord, c'est en Bretagne qu'après la Libération, il s'est rendu en premier. Oui, c'est vrai. Il a voulu voir les décombres de Brest, notamment, de Lorient. Il a sillonné toutes ces villes dévastées. Brest et Lorient font partie d'ailleurs des villes Légion d'honneur en France, comme Saint-Malo et comme Saint-Nazaire. Donc il a voulu visiter le pays délabré, le pays abîmé. Et il est venu très souvent, y compris pour des voyages privés. Et c'est ce qu'on appelait d'ailleurs le Trou-Brace du général de Gaulle. Le dernier en date, en plus, étant celui de la fin de sa carrière de président de la République, en 69, qu'il débute à Rennes, le 31 janvier. Il est reçu par le maire Henri Fréville, et qu'il termine à Quimper, avec le fameux discours de Quimper. Qui se termine avec un quatrain. Et le quatrain de son oncle, de son grand-oncle, Charles Avrochal. Quand on le lit, ce quatrain, il est très prémonitoire de ce qui va lui arriver. Parce qu'il dit, en français, c'est « Mon corps est retenu, mais mon esprit est déjà ailleurs et vole vers vous », parce que son grand-oncle était quelqu'un qui avait le corps enfermé, parce qu'il était paralytique. Mais derrière cela, c'est la fin de
c'est l'apogée, c'est la fin de la carrière du général de Gaulle. C'est la fin de sa vie. Il va partir pour l'Irlande. Retrouver d'ailleurs les traces de ses ancêtres celtes du côté maternel, les MacCartan. Pensez-vous que finalement la continuité, l'après de Gaulle, a moins tenu de ses promesses, ou en tout cas a moins tenu les espoirs qu'avait pu susciter le général de Gaulle? Je pense que le général de Gaulle avait vraiment l'idée d'abord de réunifier la Bretagne. Il l'a dit à Rennes. D'abord, il l'a dit à Rennes en 69, quand il a eu cette phrase très significative que la Bretagne historique était bien au-dessus des découpages administratifs. Oui, bien sûr, surtout aussi récents. Évidemment. Et puis à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, où levant son verre dans un toast, il a dit « Vive Nantes, vive la jeunesse bretonne ». Donc c'était clair, vive la Bretagne et bien sûr vive la France naturellement.